C'est bon. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au Laika, cette soirée pluvieuse du lundi 15 juin 2009. Merci d'être là, malgré l'orage. Dans un premier temps, j'inviterai M. François Vien à prendre la parole. Bonjour. Merci tout le monde d'être là, les gens présents sur Internet. Aujourd'hui, je tenterai d'être bref. La dernière présentation, le 20 avril, ça s'est bien passé. On reconnaît des visages. C'est signe qu'on a fait quand même une assez bonne job. Puis, on se battait à ce moment-là contre le hockey à la télévision. Aujourd'hui, on se battait contre l'été, mais l'été est notre bord. Donc, c'est super. Aujourd'hui, l'événement est présenté en web diffusion. C'est commandité par la compagnie Guide You. Ils ont plusieurs autres bannières aussi. On a Jeff Parson ici qui est avec nous. Si vous avez des questions par rapport à ses produits et services, je vous invite à les réseauter avec lui après. Puis pour les gens qui sont en ligne, il y aura une petite présentation, des petites questions-réponses avec Guide You à la fin de l'événement. Ce qui va se passer au cours des prochains mois, parce que c'est l'été, donc c'est la dernière présentation avant l'automne. Mais le W3 Québec n'est pas mort pour autant. Demain, le W3 Québec est au Webcamp à Québec. Vendredi, c'est le tournoi de golf annuel de l'organisme. À ce chapitre-là, il manquerait une personne pour combler la dernière équipe de 4. Donc, si vous êtes intéressé, juste écrire à découvrir à commercial w3quebec.org plutôt w3qc.org. Ensuite de ça, en juillet, d'ailleurs avec M. Sylvain Carl qui est ici, il y a le WordCamp le 11 et le 12 juillet, auquel on participera certainement. En août, du 11 au 14 août, il y a Balisage 2009 aussi qui aura lieu. On va mettre plus de détails sur le site web par rapport à cet événement-là. Puis le 7 septembre, on revient avec nos soirées W3 Québec. Ça va être un sujet plutôt différent de ce qu'on est habitué de parler d'habitude, moins technique. Cette fois-là, c'est un petit peu plus juridique. Ça va être une personne, Olivier Charbonneau, qui est membre, qui va venir nous parler de droit d'auteur, et Pierre-Paul Lemire, qui va venir nous parler de tout ce qui est licensing, les licences GPL, etc. Ça pourrait être très intéressant. Puis ensuite de ça, il va nous rester probablement autour de décembre, mais la soirée de Noël du W3 Québec. En terminant, j'aimerais ça remercier nos plus récents membres corporatifs, NVI, William, Communautique et aussi Guide You qui sont ici avec nous ce soir. Donc, je laisse la parole à l'animateur, Mathieu Chartier. Merci François. Donc, pour tous ceux qui vont produire des streams au courant de la soirée, des photos, vidéos, je vous invite à utiliser le hashtag W3QC. Autant pour la vidéo sur l'Internet que pour les gens qui vont streamer ici dans la salle. Donc ce soir, nous recevons Praise Media avec Sylvain Carl et François Lafortune qui vont nous présenter un petit peu leur méthodologie de travail. Alors la soirée va être divisée en deux parties. Nous allons commencer avec Sylvain Carl pour ensuite terminer avec François. Donc sans plus tarder, j'inviterai Sylvain à venir prendre la parole. Alors bonsoir tout le monde. Notre plan pour la soirée ce soir, c'est de faire ça en deux parties. Donc, François va aller plus dans le détail pour les développeurs, les geeks de code après. Moi, je vais être le geek de business de la soirée. Fait qu'on parle de framework. François va parler de framework de développement web. Moi, je vais parler de framework de business. Puis, comme toute bonne présentation que je donne, le titre que j'ai choisi il y a 3 mois a un peu rapport avec ce que je vais parler ce soir, mais pas tant que ça. C'est toujours ça qui arrive. Mais sans farce, le titre qu'on avait choisi, c'était « Comment devenir riche avec les logiciels libres, les standards ouverts et les micro-formats », entre autres. Puis ce que ça voulait dire, c'était voici qu'est-ce qu'on utilise pour créer une start-up web maintenant, une start-up Internet comme Praise. C'est une présentation que je donne de manière bilingue, c'est-à-dire que les slides, c'est très bilingue, hein, les slides sont en anglais, mais moi je vous parle en français. J'appelle ça Montreal Style. Ça me permet d'échanger avec vous en français dans la salle, parce que la majorité des gens qui assistent sont francophones, puis de mettre ça sur Internet après, puis c'est un produit global qui peut aller partout. Donc, j'échange en français avec vous, mais si vous êtes anglophone aussi, don't feel bad. I can cope. So,
langue FR ou langue EN ou whatever. OK, so, ça c'est mon vrai titre. How to ship web software like pirates. Fait que pourquoi j'ai choisi cette analogie-là, c'est que quand on est dans un startup web, on ne sait pas tout ce qui est devant nous. Quand on a commencé Praise au début 2006 avec mes deux associés, Harry Wakefield et Sébastien Provencher, on s'est rencontrés dans un YoulBiz, une rencontre de blogueurs d'affaires de Montréal. Puis, on était tous les trois en train de se demander c'est quoi nos prochains projets, qu'est-ce qu'on veut faire, où on s'en va. Sébastien, c'est un gars des HEC, c'est un MBA qui a travaillé plusieurs années au Page Jaune. Harry, c'est un blogueur professionnel. C'est un des seuls que je connaissais à Montréal qui vivait de son blog en 2006, qui s'appelle mocoloco.com. Puis moi, j'avais fait une coupe de mandats. J'avais vendu ma compagnie de consultation en logiciel libre qui s'appelait Interstructure à Elville Studio, qui avait fait l'acquisition des clients de mes employés. On était une petite équipe, 5-6 personnes. J'ai fait un an avec eux, puis j'ai dit, OK, ben c'est le fun, j'ai fait la transition, là, je me cherche des nouveaux projets. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris 5 projets en technologie que je trouve intéressants. J'avais pas plein d'argent à investir. J'avais assez d'argent pour pas m'énerver pendant une couple de semaines, mais pas pendant une couple d'années. Fait que je me suis dit, je vais prendre 5 projets en technologie, fait que je vais être un venture technologiste. Je peux pas être un venture capitaliste. Ma ressource, c'est la technologie, c'est pas l'argent. Fait que j'ai choisi 4-5 projets, dont Praise. Puis au fur et à mesure des mois, ben Praise a grandi. On a pitché notre projet, puis a reçu un premier financement initial de 1 million de dollars en septembre 2006. Puis là, dans ce processus-là, tu te poses la question, je vais chercher 1 million de dollars. Combien de temps je peux durer avec cet argent-là pour me rendre à être profitable? Ou à être vendu, ou à recevoir d'autres investissements, mais tu pars avec la tank pleine, puis il faut que tu avances, puis que tu sois très efficace avec tes moyens. Donc, une des choses qu'on a vues dès le début, c'est que il faut que tu sois vraiment créatif. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter un stack, une technologie. Puis on a dit, c'est quoi notre business? C'est où on s'en va? Il y a des certitudes qui ne vont pas changer. Et puis là, on va créer quelque chose qui nous permet d'être très, très agile. Puis c'est de là que ça vient la métaphore des pirates. J'expliquais ça à des gens. Je dis, ben on est capable de prendre des bien plus gros bateaux avec une bien plus petite équipe. On est présentement chez Praise 7 employés à temps plein. On est monté jusqu'à peu près 15 avec certains pigistes pendant une année. Mais on n'a pas besoin. On fait à 5, 6, 7 personnes sur l'équipe de développement. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes à temps plein. Avec 5 personnes, je fais ce que dans des grandes compagnies, ils sont probablement 25, 35, 45 pour réaliser. Attendez une seconde, je recule un peu. Mon timing n'est pas très bon. Donc, ceux qui ont déjà écouté South Park, Killy/Dot connaissent bien ce modèle-là. Phase 1, plan complètement ridicule. Collect underpants, dans le cas des gnomes de South Park. Phase 2, point d'interrogation. Phase 3, profit. OK? Puis là, dans /Dot, les geeks utilisent toujours ça pour dire n'importe quelle idée farfelue, deux points d'interrogation, on ne sait pas ce qu'on fait. Phase 3, profit. Fait que tout startup Internet est modelé sur une théorie économique qui vient de South Park, où on ne sait pas ce qui se passe en phase 2. Sans grande surprise, chez Praise, on est présentement dans la phase 2. Mais pour être un peu plus sérieux que ça, on a une bonne idée d'où on s'en va. Mais entre le moment où tu dis, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai des moyens pour le faire, et puis je le fais, je suis rentable, je suis profitable, j'ai un succès avec ma compagnie, ben, la vraie vie dans un start-up, c'est dans la phase 2. Comment on passe d'une idée à un produit, à une business? Dans le cas de Praise, c'était assez simple parce que notre produit, il était assez bien défini au début. C'est une des choses qu'on a définies en premier. C'est l'avantage pour un gars de technologie comme moi de travailler avec Sébastien, qui est un gars qui a une culture de produit, c'est de dire, c'est quoi ton produit, puis c'est quoi ton marché? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que lui, il est parti de l'idée très simple de dire, dans Praise, il y a un marché qui existe, le marché des gens qui achètent des publicités en ligne ou dans des annuaires imprimés. Puis ce marché-là, classique des pages jaunes, c'est, je ne me souviens plus, mais c'est comme 10 ou 15 milliards par année en Amérique du Nord. Okay?
Il y a 10 à 15 milliards de dollars qui se dépensent dans cette industrie-là à chaque année. Fait que je me suis dit, OK, opportunité de marché intéressante. Okay? Parce qu'on peut toujours partir à une idée de start-up incroyable. Le classique qu'on voit, c'est tu peux créer un start-up Internet en une fin de semaine. Peut-être, mais c'est pour un marché de 0 $, ça peut prendre 5 ans avant qu'il y ait de l'argent à faire dans ce marché-là. Donc, choisir le marché en premier. Deuxièmement, faire le produit, c'est-à-dire, c'est quoi la caractéristique définitive de ton produit? Puis dans Praise, c'est intéressant parce que la perspective de Sébastien et d'Harry à l'époque, c'est de dire, le modèle actuel, c'est de dire, c'est ceux qui payent le plus cher, les annonceurs qui payent le plus cher, qui ressortent le plus haut. Puis ça, on l'a vu dans les engins de recherche, là, le paid ranking puis tout ça, c'est au détriment souvent de l'utilisateur. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si on a une business de répertoire où c'est l'utilisateur qui est notre numéro 1. C'est à lui qu'on plaît plus qu'au marchand. Là, ça rouvre plein de portes. On peut être pas content d'un marchand. On peut recommander un marchand. Donc, on avait cette idée-là pour le business. Puis pour le produit, on avait 2 angles au début de Praise. Au début, on disait, est-ce qu'on est dig for places? Okay? Est-ce que tu peux diguer, tu peux voter pour les places que tu trouves intéressantes? Ou est-ce que tu es delicious for places? C'est-à-dire que tu peux bookmarker les endroits physiques qui t'intéressent, puis avoir ta collection, puis la partager. Donc ça, c'était nos 2 idées de produits. À l'époque, Praise s'appelait Mojo Pages, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'on trouve notre vrai nom, mais notre nom puis notre logo avec les flèches, ça vient vraiment de l'idée de dire vote par en haut ou vote par en bas. Fait qu'on voulait vraiment simplifier le concept au maximum. Puis, dernier point dans le produit, c'est de faire quelque chose le plus simple possible. Donc ça, c'est très contre-intuitif parce que quand tu fais un produit, tu dis hey, j'ai $1 million, j'ai 1 an, 2 ans pour faire mon produit, je peux mettre plein d'affaires dedans. Mais plus tu mets d'affaires, moins tu as de chances que les gens comprennent ce que tu fais. Puis déjà, c'est assez facile ce qu'on fait, puis c'est difficile à expliquer au grand public. Puis après ça, y a-tu un modèle d'affaires? Donc, dans Praise, le modèle d'affaires, c'est-à-dire, il y a une version qui est gratuite, qui peut être utilisée partout, mais il y a aussi une plateforme aussi qui peut être utilisée par n'importe quel grand éditeur. Ça, c'est une des choses que les gens n'ont pas bien compris de Praise au début, c'était de cette dualité-là. Donc, les gens ils disent, t'es praise.com, hey, tu fais un site où les gens peuvent aller voter puis commenter. Ce qui est vrai. Mais ce n'est pas ça notre modèle d'affaires. Notre modèle d'affaires, c'est de faire une plateforme qui est distribuée. Il y a une version gratuite pour les blogueurs, dans laquelle il y a des liens commandités. C'est là qu'on fait de l'argent. Puis il y a une version entreprise qui coûte assez cher pour les grands éditeurs. Fait que là, l'année dernière, c'était assez intéressant parce que Transcontinental à Montréal a lancé Web Local, qui était une plateforme pour ses journaux. Puis les gens me disaient, ça t'énerve pas, Transcontinental te compétitionne. Ben non, Transcontinental vient de montrer que dans le marché, il y a un besoin pour des plateformes pour que les grands groupes médias aient ce genre d'activité-là sur leur propriété. Donc, ça fait mon affaire. Ce qui faisait moins mon affaire, c'est que les gens de Transcontinental disent on était obligé d'aller en Californie pour trouver une compagnie qui faisait cette technologie-là, mais on n'était pas encore lancé, fait que je ne leur en tiens pas rigueur. Dans un start-up, la seule chose qui est certaine, c'est l'incertitude. Donc, on s'appelle Praise, pas parce qu'on prie à chaque jour pour pas mourir le lendemain, mais parce qu'on se dit, il faut avoir une vision des choses qui est quand même très optimiste. Quand on a commencé Praise, le start-up, on avait $0. À chaque semaine, à chaque mois, même on dépensait des sous pour engager des développeurs pigistes pour partir de notre compagnie. Fait que là, au début, tu commences à 0, puis tu descends. Là, ça sort de ta poche. Tu dépenses 5 000, tu dépenses 10 000, tu dépenses 15 000, tu dépenses 20 000. Là, tu te dis, on arrête quand, là, cette affaire-là? Puis à un moment donné, on reçoit un investissement de Garage Technology Venture Canada, qui s'appelle maintenant Capital Salarial. Là, tu passes de moins 20 à 1 million. Tu te dis, hey, wow, on a réussi. Non, tu n'as rien réussi. Tu t'es endetté d'1 million supplémentaire. Fait que là, vas-y, fais-les ton produit. Puis, quand, au début de Praise, on s'est dit, c'est quoi notre modèle? Est-ce que c'est un produit qui va être adapté par les utilisateurs? Donc, on va avoir tellement d'utilisateurs que ça va avoir une valeur. Est-ce que ça va être acheté par les compagnies? Donc, ça va avoir tellement de succès qu'on va être financé par nos ventes? Ou est-ce que ça va être un modèle un peu hybride entre les deux? C'est-tu les blogueurs qui vont adapter? Fait qu'on a essayé plein de choses, mais la seule chose sur laquelle on était certain, notre seule certitude, c'était que vu qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était pour fonctionner, il fallait qu'on soit très, très agile dans notre structure de compagnie. Donc, la chose qui était certaine qui ne changerait pas, c'était notre produit puis notre direction.
Ça, c'est important parce qu'il y a des gens au début, quand tu pars, puis là, tu commences à avoir un certain succès, il y a des gens qui te proposent plein d'affaires qui n'est pas ton produit essentiel. Comme par exemple, une des choses qu'on a eues très souvent, c'est, on pourrait-tu utiliser Praise pour voter sur des produits? Tu sais, comme le iPhone, il est-tu bon? Le BlackBerry Storm, il est-tu pas bon? Non, parce que dans la plateforme, il y a tout un layer de technologie géographique qu'on a construit, puis toutes nos décisions sont dans cette direction-là. On ne va pas dénaturer notre produit. Puis au début, c'est tentant parce que tu as envie que ça marche. Fait que tu te dis, ben, si quelqu'un a un besoin, je vais le remplir. Pour ma part, j'ai eu plusieurs startups avant qui n'ont pas eu de succès avec des produits. Puis ça a été une leçon pour moi de dire, entre autres, à la fin des années 90, je travaillais pour le mannequin virtuel. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, My Virtual Model, qui n'était pas certain c'était quoi son marché ou son produit. Il y avait des technologies super intéressantes là-dedans. Il y avait du développement qui avait été fait par des gens qu'on avait été recrutés par Softimage puis qui n'avaient pas le goût d'aller travailler chez Microsoft quand ils ont été achetés. C'était un bon timing. Mais le produit a pris bien du temps à trouver son marché parce qu'il faisait un peu de tout puis de n'importe quoi, ou en tout cas, il ne se plaçait pas. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de travailler pour une autre compagnie. Je suis allé travailler en Californie, puis j'ai travaillé pour Messager, qui faisait une plateforme de messagerie. Puis nos clients, c'était les agences. Donc, les agences, on était une des premières plateformes de email marketing clean. Tu sais, double opt-in, puis il faut que tu ailles ta trace. Fait qu'on s'est dit, on va aller chercher les grandes marques avec ça. Mais 3 clients sur 4 voulaient faire du spam avec notre plateforme. Fait qu'on disait tout le temps non. T'sais. Puis là, au début, c'est le fun, mais là, quand tu refuses 3 clients sur 4, tu dis, j'ai-tu un marché? Bien, on savait qu'il n'y avait pas de marché pour un logiciel pour faire du spam. Écoute, tu pouvais en downloader sur les darknets pour gratuitement. Fait que on ne voulait pas compétitionner comme ça. Fait qu'on ne voulait pas être cette sorte de pirate-là, mais on voulait être une autre sorte de pirate. Les choses que j'ai appris aussi dans mes erreurs chez Messager, entre autres, c'est de choisir les bonnes technologies pour être extrêmement agile. Donc, de choisir comme un chef, un grand chef, c'est bien plus l'assemblage des morceaux que la finalité qui est importante. Si tu ne sais pas si ta finalité peut changer, ben tu peux changer tes morceaux. L'autre métaphore qui était super importante, c'est si je veux une équipe de développement web super agile, est-ce qu'on est des ninjas ou des pirates? Donc, on a eu des débats incessants chez Praise là-dessus pendant un après-midi. J'aimais beaucoup plus la métaphore des pirates. Pourquoi? Parce que les pirates, c'est indépendant. Okay? Ils ne sont pas obligés de travailler ensemble. Ils travaillent temporairement ensemble pour un bout de temps pour réaliser un projet. Je trouvais qu'il y avait comme une monarchie en arrière des ninjas qui ne m'intéressait pas trop. Peut-être que je suis trop socialiste. Mais c'est de dire, l'équipe ultime, c'est un assemblage non seulement d'employés, mais aussi de pigistes. Donc, dans Praise, pendant les 2 premières années, il y a eu beaucoup de pigistes, des gens de W3 Québec, des gens qui travaillent à Station C, d'un peu partout. Moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais actif dans le milieu des technologies, fait que j'ai recruté les gens par là. Fait qu'on faisait des médias sociaux, du recrutement par médias sociaux avant que ça ait un nom, en postant sur des mailing lists de Marc-André qui est là, je pense que c'était sur un forum de Rails ou un truc à Ottawa. Gagnon, ça se peut que ce soit dans le coin. Fait que j'avais, ou même sur psit.qc.ca. Je me souviens plus c'était où. François, on s'était échangé une couple de messages. Il m'avait écrit sur mon blog, puis après ça, j'avais reposté quelque chose sur Agent Solo, puis François m'a réécrit. Colin, je l'avais rencontré dans le party de Mozilla 1.0. Ça faisait comme 7 ans qu'on se suivait. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Puis à un moment donné, il venait avec Praise. Donc, une gang de pirates. Spécifiquement au niveau des technologies, en tant que gestionnaire des technologies, vous voyez, je ne suis pas un gestionnaire à cravate, mais j'ai un devoir de livrer des produits à tous les actionnaires de la compagnie, inclus à moi-même. Je voulais faire le contraire ce qu'on appelle en anglais le « not invented here ». Donc, je me suis battu pour dire tous les morceaux réutilisables qu'on peut prendre puis les assembler pour faire la spécialité de notre produit, on va le faire. Donc, système d'opération Linux, Debian, Ubuntu pour nos serveurs. En 2006, tout de suite, 2007, hébergé chez Amazon EC2, donc machine virtuelle. Ce qui est un peu paniquant au début parce qu'il n'y avait pas de uptime garantie pour les machines EC2 chez Amazon. Ceux qui gèrent des serveurs, vous savez c'est quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, ton serveur pouvait disparaître. Mais la bonne affaire de ça, c'est qu'on a monté une infrastructure qui fait qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 serveurs. Puis s'il en disparaît un, c'est pas grave. Donc, j'ai travaillé avec des administrateurs de réseau pour m'assurer que j'étais load balancé en software avec Nginx. Donc, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 serveurs. Puis c'est pas grave. Ce qui nous aide beaucoup aujourd'hui, par exemple, quand on fait un déploiement, on déplace le trafic sur 1 ou 2 machines.
On déploie sur l'autre serveur. Après ça, quand tout est correct, on ramène notre trafic sur l'autre, puis on déploie sur notre autre patte de serveur. L'autre chose qui est assez intéressant en 2006, c'était de dire, j'ai choisi de travailler avec Ruby on Rails. Pourquoi? Parce que les développeurs web puis les développeurs d'applications les plus curieux que je connaissais étaient sur Rails. Fait que là, il y avait plein de gens qui me disaient, puis ça, vous avez lu ça sur Internet, là, Rails, ça scale pas, c'est pas bon, ça marche pas. Puis moi, j'ai fait de l'open source, du PHP, du Java pendant plusieurs années, puis je me disais, non, les gens qui travaillent en Rails, ils ont une certaine façon de travailler. Et même si la technologie est peut-être comme une solution à 80%, ce que ça m'amène, le type de développeur qui travaille avec Rails, c'est le type de développeur avec lequel je veux travailler, qui sont autonomes, qui sont curieux, qui ont tout appris ça tout seul parce qu'il n'y a aucune université de toute façon qui enseigne ça. Fait que ça, c'est un cas assez intéressant de le choix de technologie, ça indiquait bien plus que juste si c'est une bonne ou une pas bonne technologie. Le fait que ces gens-là aient trouvé, choisi, ça marchait bien. Toute notre base de données est en MySQL avec Sphinx. Ça, c'est un autre beau cas. La plupart des compagnies qui sont en search, en local search, dans le cas de Praise, vont s'engager 2, 4, 6, 8, 10 codeurs en C ou en C++ pour se faire un engin de recherche très, très performant et dire c'est ça la valeur, la propriété intellectuelle de ma compagnie. Nous, on a gagé que la valeur, ce serait les services qu'il y aurait par-dessus. Donc, on a pris Sphinx, qui est un engin de recherche open source, utilisé sur The Pirate Bay pour 18 millions de recherches et téléchargements par jour. Fait que je me dis, ça scale. Ainsi que plein d'autres sites, dont les forums de mysql.com. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la plateforme WordPress. Donc, pour lancer les deux premières plateformes, parce que Praise, ça fonctionne sur plusieurs plateformes, ça a été Movable Type et WordPress. Puis ça a été des super bons choix parce qu'à l'époque, on se disait, c'est quoi le framework le plus utilisé pour monter des sites web? Puis là, il y a des gens qui pourraient dire, c'est .NET en entreprise ou c'est PHP, mais à l'époque, je sais pas, c'était Cake PHP ou un autre framework, Symfony PHP qui était up and coming. Puis là, j'ai regardé et j'ai dit non, c'est WordPress. Le nombre de personnes qui ont des sites, des blogs avec WordPress, le nombre de designers qui savent faire des templates pour ton CMS open source, il y en a combien? Puis WordPress clenchait totalement toutes les autres plateformes. Fait qu'on a on a développé des plugins à WordPress, des plugins Praise, je vous l'ai montré tantôt, qui s'intègrent avec WordPress. Puis la plupart de nos développements sont sur WordPress aujourd'hui. Un point tel que si vous allez sur réponse.pagejaune.ca, qui est un site des pages jaunes canadiennes, faites View Search, vous allez voir qu'il y a WordPress en arrière du site des pages jaunes. L'avant-dernier niveau, François vous en parlez plus tantôt, mais on a utilisé jQuery puis des frameworks CSS pour que ça soit facile à refaire des pages puis des morceaux de pages. Ce qui se passe avec Praise, c'est que c'est des informations qui sont partout dans le réseau. Fait que là, au début, on est parti, puis là, il y a une application Facebook, il y a des plugins WordPress, il y a des plugins Movable Type, il y a Praise.com, il y a des gens qui disaient, on peut-tu l'avoir en Ruby on Rails? On l'a fait pour iPhone. Donc, c'est de concevoir que ton produit, c'est bien plus le data puis la présentation de ce data-là que la finalité. Donc, les gens me disent, est-ce que vous vendez une application iPhone? Non, on a une application iPhone qui est open source, que tout le monde peut télécharger pour faire du code qui utilise notre API. Et puis, la dernière chose qui est très importante, ça, c'est une des choses que je considère qu'on a extrêmement bien réussi aussi. On utilise Trac. Trac, c'est un système de gestion de tickets, un wiki, puis un système de gestion de sources. Ça, c'est une des choses qui est extrêmement importante à réussir pour être agile. C'est d'être capable de dire, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? François, c'est quoi qu'il faut que tu aies fini pour jeudi? Ben, si tu n'as pas de système de tickets, si tu n'as pas de système de gestion de sources, c'est assez difficile de gérer les priorités. Présentement, dans le track de Praise, là, il y a à peu près 4000 tickets ouverts. Ils sont classés, sont organisés, sont par milestone, sont par priorité, sont par type de personnes qui peuvent les régler. Puis, s'il y en a un qui est rouge, il faut le régler aujourd'hui. Donc, on est ici ce soir parce qu'on n'a pas de ticket rouge présentement dans notre système track. L'équipe de développement de Praise. Ce qui est intéressant, on ne voit pas très bien dans le bleu en bas, mais l'autre chose que j'ai fait un peu différemment chez Praise, c'est de dire que le processus d'interview pour avoir une job chez Praise, ça dure plusieurs semaines. C'est-à-dire que je n'ai pas 3 heures avec des questions pièges pour savoir si tu peux me dire comment écrire un algorithme de sorting dans le langage X, Y ou Z.
je t'engage comme pigiste. Je considère que tu es assez bon de ce que j'ai vu de ton expérience. Je te donne du code à écrire, des tickets à régler, puis je regarde si tu poses des bonnes questions au reste de l'équipe. Fait que tout notre système a été fait pour travailler soit sur place ou à distance, parce que c'est inspiré des logiciels open source. Puis il y a des gens qui ont essayé ce processus-là, qui ont fait une couple de semaines, puis qui ont pu travailler avec nous. Il y a des gens qui ont fait ce processus-là, qui ont fait des petites heures, longtemps dans le temps. Puis c'est souvent de trouver le bon fit. T'sais. Puis souvent, c'est l'adéquation entre qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis ce que la personne est capable de t'offrir. Puis c'est pas parce qu'avec une personne, c'est pas ton lead engineer que cette personne-là va pas amener quelque chose dans ton équipe plus tard. Ça, c'est vraiment une autre façon de voir. C'est que pour moi, il y a tout le temps entre 10 et 25 développeurs qui ont travaillé avec moi dans la dernière année qui pourraient toujours recommencer à travailler sur Praise, puis j'en cherche des nouveaux. Puis comment que ça marche, c'est que les gens qui prennent l'API de Praise, qui implémentent un blog, puis qui savent c'est quoi les méthodes dans mon API, mais c'est des excellents candidats pour avoir des contrats chez nous. Fait que ça renverse un peu le processus de dire comment on trouve les gens qui sont bons. Colin, je vous le disais, je l'ai rencontré dans les trucs Mozilla. Marc-André, j'en ai parlé. Stéphane, c'est un développeur WordPress. C'est un gars qui committait du code. Puis là, j'ai dit, hey, Dory, c'est quoi? On dit, il travaille à l'université McGill, ce gars-là. Il avait développé une version iPhone de l'admin de WordPress. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé que Stéphane, c'est un super bon développeur WordPress à Montréal, sur les mailing lists de WordPress. Puis à un moment donné, il a dit, on peut aller prendre un café? Ça marche pas dans ma job. C'est une bonne gang, mais ça me tente pas de travailler en agence. J'aimerais ça travailler dans quelque chose de plus technique. Ça a fait qu'on a travaillé ensemble, puis le fit était meilleur. François, j'en ai parlé tantôt. Beaucoup de pigistes. Et une armée secrète de zombies. Okay? Je vous l'avoue ce soir, je sais, je suis on tape, mais il y a une armée secrète de zombies qui travaille pour Praise. C'est les développeurs open source de partout dans le monde. Donc, j'aimais bien l'image avec les zombies de Davy Jones là, dans les Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire que on peut invoquer des milliers de développeurs open source pour travailler sur ton projet si tu utilises des frameworks open source. Un bon exemple, on avait un problème avec Sphinx. Okay? Je me souviens plus c'était quoi, version 64 bits Debian marchait plus ou moins. Les gars qui travaillent là-dessus, c'est des Russes. Ils sont malades, ils sont vraiment brillants. Ce qui fait qu'ils travaillent pendant que nous, on dort. Fait que quand on soumettait des patchs ou des questions à la fin de l'après-midi, le lendemain matin, on avait des bugs fixes qui rentraient. Écoute, tu payes 100 000 $ par année avec Oracle, puis tu n'as pas ça. Là. Fait que ces gars-là, ils shippaient des patchs, ils étaient super efficaces. On leur a commandé une caisse de gourou pour envoyer ça en Russie. On trouvait qu'ils étaient vraiment bons. On a contribué au projet. On a développé des patchs qu'on a remis dans le projet Sphinx. Puis ça fait partie de dire, puis ça revient aux pirates, chaque personne qui travaille sur ce projet-là a un bénéfice que le projet marche mieux. Donc, ça crée un équilibre extraordinaire de dire, tout le monde qui contribue là-dessus en tire son bénéfice, incluant ce qu'on fait chez Praise. Quand tu es dans un mode startup, no quarter, ça veut dire pas de prisonniers. Okay? Le drapeau rouge sur les bateaux pirates, là, ça veut dire on n'épargne personne. Quand tu as le drapeau pirate, ça veut dire si vous êtes gentil, on ne va pas vous donner en bouffe aux requins. Une des choses que j'ai vues, c'est que l'architecture d'une plateforme, c'est de l'art et c'est de la science. Il n'y a personne qui peut dire « je suis certifié pour telle architecture, je sais donc comment régler les problèmes des 3 prochaines années ». C'est pas vrai. Donc, une grande partie de mon travail comme architecte de Praise, c'est de toujours me poser des questions puis d'aller voir c'est quoi qui change. Puis c'est ça qui faisait que depuis plusieurs années, je suis ce que le W3QC fait. Je suis différents groupes à Montréal. J'organise des conférences de développeurs et de hackers parce que c'est de là que je me nourris pour savoir qu'est-ce qui est en avant. Et donc, une autre chose que j'ai appris puis qui était dans la culture Rails, qui est extraordinaire, c'est test-driven development. C'est-à-dire que tu as des tests qui sont écrits pour chacune de tes fonctions, de tes features, de tes modules, de tes classes, peu importe dans ton langage comment tu appelles ça. Mais ce qui fait que quand tu commets quelque chose dans le trunk de code, tu sais si le build est brise, puis tu sais c'est qui l'a brisé. Fait que chez Praise, chaque développeur a un environnement de développement local sur son laptop, puis commet au serveur de développement quelques fois par semaine. Puis là, on peut faire une assurance qualité puis des tests, mais on sait que les affaires de base fonctionnent. Donc, ça fait que on a des déploiements qui sont automatisés, okay, Capistrano sur Rails, il y en a qui connaissent ça. Donc, quand on part en déploiement, ça se fait pas mal tout seul, on suit ce qui se fait.
Puis ça nous permet de shipper 1 fois ou 2 par semaine. Okay? Il y a des compagnies comme Facebook qui shippent plusieurs fois par jour. Okay? Puis ça, c'est le nouveau standard en développement web. C'est tu ships 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Pourquoi? Parce que si ton développement est bien organisé, tu peux avoir au minimum une grosse version par semaine qui sort. Puis ça change parce qu'avant, quand tu travaillais, c'était comme à tous les mois ou à tous les 3 mois, à toutes les années. Le modèle classique qui s'appelle Waterfall, tu fais les spécifications, tu fais l'analyse, tu fais l'architecture. Ça pouvait prendre 1 an à 1 an et demi pour te rendre compte que tu étais pour avoir le logiciel que tu voulais pas. Okay? Quand on est agile, quand on est en itération, à toutes les semaines, on le sait si ça marche pas. Ce qui fait qu'il y a plein d'affaires qu'on jette. Au début, c'est un peu contre-intuitif, mais si des affaires qui ne marchent pas, tu les enlèves puis tu continues. L'autre truc, milestone, ticket, priorité. À chaque semaine, on révise qu'est-ce qui est à shipper pour la semaine prochaine. Donc, moi, ça, c'est une de ma jobs, c'est d'être ticket master. Fait que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on fait pas. Et à chaque matin, chez Praise, on fait un stand-up meeting. Pourquoi un stand-up meeting? Tout le monde se lève debout pour que ça dure le moins longtemps possible. Okay? Fait que tu dis 3 choses. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu prévois faire aujourd'hui? Puis, y a-tu quelque chose qui te bloque? Bon, des fois, c'est un peu plus long que ça. Fait qu'on a introduit des fusils Nerf pour tirer les gens qui parlent trop longtemps, dont moi. Mais le but du stand-up meeting, c'est juste de savoir, entre ton équipe, tu coordonnes qu'est-ce qui est à faire, puis y a-tu quelque chose qui te bloque? Parce que quand tu vas aller vite, l'affaire qui te fait le plus mal, c'est d'être bloqué. C'est quelqu'un qui va ruminer pendant 3 jours parce qu'il attend après l'autre, mais il est aussi bien de le dire plus tôt que plus tard. Puis s'il est obligé de le dire à toi matin, mais c'est moins gênant de dire à l'autre à côté, « Coudon, j'attends après toi, qu'est-ce que tu fais? » Je dis presque pas de meeting, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des pages wiki. Sébastien, au produit, fait des BRD, Business Requirement Documents. C'est on appelle ça des Frankendoc ou des Franken Mockup. Il copy-paste des affaires qu'il grabe sur l'écran. Il dit, si on mettait la barre de search là, la navigation là, comment ça marche. Puis on fait des itérations là-dessus. Je travaille beaucoup avec des post-it géants qu'on colle sur les murs. Je pense que c'est 1% de mon budget passe sur les post-it géants qu'on colle sur les murs. 2 dernières slides. Ouais, c'est bon, je suis 28 minutes, c'est pas pire. Une des choses qui nous a beaucoup aidé d'utiliser des standards ouverts, c'est d'avoir, en anglais je dis uplift, là, mais ça nous amène, souvent ça va nous projeter plus loin. Par exemple, 3 standards ou familles de standards qu'on utilise, par exemple, les micro-formats. Donc, la capacité, je ne vous expliquerai pas ça ce soir, là, si vous ne savez pas c'est quoi, vous chercherez sur le web. Vous verrez ma présentation à PHP Québec il y a 3 ans. Les microformats, ça encode l'information géographique dans la page web, dans la page. Ce qui a fait que quand j'ai commencé à regarder ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait les microformats. Puis ça m'a permis d'identifier vraiment les influenceurs clés là-dedans. Ce qui fait que quand j'étais au Web 2 Expo à San Francisco en 2006 ou 2007, je me souviens plus, il y a un micro-format dinner. Puis là, tu te dis, hey, j'y vais. Tu sais, c'est qui est là? C'est Tantec Chelik. C'est le gars qui a écrit le browser de Microsoft pour Mac, puis qui était rendu chez Technorati. Tu as Chris Messina, qui est un gars qui a fait plein de trucs dans les standards ouverts. Puis c'est là qu'il se rend compte. Mais c'est comme ici, là. Regarde, tu arrives, tu prends une bière, tu t'assois, tu jases avec le monde. C'est comme ça que ça marche partout dans le monde, de Londres à San Francisco à Montréal. Fait que tu arrives là, puis là, il dit, qui est-ce qui paye la ronde de bière? T'sais, fait que là, il y a comme 3 gars, moi je suis en voyage, j'ai un compte de dépenses, je viens de recevoir 1 million de financement, m'a bien payé une coupe de bière, faire ma part pour la communauté. Il me reste moins d'argent dans mon compte de banque ce soir, je voulais vous le dire, mais blague à part. Fait que là, c'est super drôle parce qu'ils disent, OK, on prend une photo. Fait que là, le micro-format Diner, il est sponsoré. Je sais pas c'est qui les gars tout autour de la table. Fait que c'est Google, Yahoo, Technorati et Praise qui commanditent le premier micro-format. Fait que là, je suis fait, wow, ça c'est de l'argent marketing bien investi. Ça m'a permis de rencontrer ces personnes-là et de garder des contacts avec eux. Même chose avec OAuth, qui est un standard d'authentification. Quand on a commencé à utiliser OAuth, il n'y a presque pas de compagnie qui l'utilisait. Donc, il y a Chris Messina, quand il faisait des présentations partout dans le monde sur l'évangélisation de OAuth, il disait « Et dont les 7 compagnies suivantes qui l'utilisent, Yahoo, Google, Praise. » Puis, donc, en t'approchant des gens qui sont vraiment des innovateurs, mais dans ces cultures et ces communautés-là ouvertes, ben, c'est bien plus facile d'être tiré par là haut et de dire « OK, ben, puis tu peux leur poser des questions à ces gens-là, puis ils te répondent.
Qu'est-ce que ça prend pour choisir ces technologies-là? Ben là, ça fait comme une quinzaine d'années que je les suis, mais c'est vraiment une question de timing et de communauté. Quand un projet open source fait des releases fréquents, il y a une bonne communauté, il y a de la discussion, les gens sont capables d'être pas d'accord sans s'engueuler. C'est une communauté open source qui est mature. Et la maturité. Donc, les meilleures technologies, tu les attrapes juste avant qu'ils soient parfaitement matures. Ce qui veut dire que des fois, tu as des bugs dedans, mais tu es en avance. Une autre chose qui était bien importante pour nous, c'était de s'assurer que nos choses étaient faciles et bien documentées. Puis ça, c'est très, très difficile comme gestionnaire de faire de la bonne documentation. On a la chance d'engager Benoît qui nous a aidés sur la documentation. Pourquoi? Ben, c'était quelqu'un qui comprenait très, très bien ce qu'on faisait, notre API. Il y avait une couple d'heures de disponible. Je ne pouvais pas l'engager 40 heures par semaine. Je disais, hey, Benoît, il me semble que tu groques bien qu'est-ce qu'on fait. Tu es un gars qui est consciencieux. C'était un bon fit pour toi. Fait qu'il a passé au travers de notre documentation. Puis, c'est disponible sur Google Code parce qu'on a une partie de nos software qui sont open source. Et la documentation aussi, c'est un wiki, un mailing list. Les gens peuvent l'éditer, la modifier. Ouvert, ça veut aussi dire que tu as besoin d'être à plus de place. Donc, ça, c'est un challenge au début, c'est de dire, ben, j'ai besoin d'être à plus de place, mais j'aime mieux être aux bonnes places que de dépenser plein d'argent, des milliers de dollars par mois pour payer une agence de relations publiques. Moi, je pense pas que ça marche en 2007, 2008, 2009. Donc, on distribue notre code à plusieurs places, on participe dans beaucoup d'événements, comme ce soir. Ça veut aussi dire que quand c'est ouvert, ben, tu peux commencer maintenant. Okay? Un des modèles de Praise, c'est de vendre la plateforme à des grands groupes médias. Puis ça, si vous avez déjà essayé de vendre des logiciels qui coûtent cher à des grands groupes médias, c'est long. Parce que là, il faut que tu signes un non-disclosure agreement, puis ça prend un contrat, puis les avocats, puis ça fit, le VP informatique, il faut qu'il révise si ça fit dans son infrastructure, dans son plan quinquennal ou je sais pas quoi. Quand c'est une grosse partie qui est open source, tu dis aux codeurs, aux geeks en place, aux gars de web, download-le, essaye-le, ça marche sur WordPress, c'est facile. Puis rapidement, ils peuvent savoir si ça fonctionne pour eux. Fait que ça enlève une grosse, grosse barrière de marché de faire qu'une partie de nos logiciels sont open source. Curieusement, ça n'empêche pas de les vendre à grand prix parce que ces compagnies-là, ils veulent des garanties, ils veulent du uptime, ils veulent du service autour des logiciels. Mais la valeur de faire qu'on peut les prendre, on peut les installer, on peut les configurer facilement, ça nous aide beaucoup dans notre démarchage présentement avec les clients. Et ça veut dire que n'importe qui peut le faire aussi. Au début, on ne savait pas qui est-ce qui ferait des choses intéressantes avec notre API. Puis pour moi, c'est toujours la même attitude. Si quelqu'un a une bonne question, on répond. Si quelqu'un a une pas bonne question, il dit, ben, je comprends pas ta question, tu peux-tu la reformuler? Mais tu réponds égal à tout le monde. Fait que c'est pas parce que tu as une compagnie de 50 millions ou tu es un développeur tout seul en Inde ou en Europe de l'Est que je ne vais pas te répondre. Je réponds à tout le monde de la même façon. Puis des fois, ça fait des surprises assez intéressantes. Ou quelqu'un qui te posait des questions un peu de boboche au début, tu ne comprenais pas, il fait quelque chose de vraiment chouette avec ta plateforme dans son modèle à lui. Ça a été long à partir, tu te rends compte qu'il ne parlait pas vraiment bien en anglais, puis que c'est pour ça que c'était difficile la communication. Mais que le gars, il est brillant, puis ce qui fait que ton code, c'est génial. Ou l'inverse, tu as ce gars-là qui te pose des questions, tu te dis... ouais, je ne sais pas s'il comprend vraiment ce qu'on fait. Puis là, tu te rends compte que c'est le VP informatique d'un conglomérat média du journal le plus imprimé au monde ou le deuxième. Là, tu fais comme, ah oui, c'était lui, ça, le gars qui m'a écrit à 4 heures du matin. Fait que ça fait des surprises assez intéressantes. Puis tout ça, c'est bon. Quand tu développes un produit, c'est un peu ma conclusion par rapport au fait d'être très ouvert avec ton produit. Tout feedback de gens qui l'utilisent, c'est très, très précieux. Fait que, tu sais, souvent, on s'est fait poser la question... Si tu donnes une partie de tes logiciels, si tu donnes tes choses, est-ce que tu perds? Non, parce que c'est très difficile. Il peut y avoir 500 personnes qui downloadent ton logiciel. Il y en a peut-être 50 qui vont l'utiliser pour vrai, 5 qui vont vraiment le comprendre, puis 3 qui vont faire un projet avec si tu es chanceux. Fait que tu as avantage à être le plus distribué possible. Ah, il faut s'amuser aussi. Chez Praise, on a quand même un bon sens de l'humour. Fait qu'on niaise un peu des fois. Des fois, ça n'a comme même pas de l'air du travail. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on travaille autant. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre. Je suis un peu partout sur le web. Je vais prendre une couple de questions live ici ce soir, mais afrogin.in, c'est mon nouvel agrégateur. A Frog in the Valley, ça fait 10 ans que je blogue là. Blog de développement de Praise. API Tribe, qui est un domaine WordPress pour tester les fonctionnalités de Praise. A Frog in the Valley, pas de i, parce que Twitter est trop niaiseux pour prendre des longs usernames. Ou Sylvain Carl. A Frog in the Valley sur Identica, code.google.com, paypraise pour downloader nos logiciels open source ou wordpress.org, vous chercherez Praise, là, c'est l'adresse au complet.
Fait que ça fait un... Oui, je peux changer de micro parce que je vais passer le micro à... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la business, les startups, la gestion? Est-ce qu'on va laisser la technique de front-end à François ou la technique peut-être de back-end ou... 1, 2, oui. Oui, bonjour. Ça fonctionne-tu, Christian? Tu m'entends bien? Oui, Samuel Serrois du W3 Québec. Ma question, c'est un peu savoir, j'ai entendu parler d'agilité, de stand-up meeting, tout ça. Est-ce que vous allez pousser sur la gestion agile ou vous êtes déjà rendu là? Je vois vraiment des idées qui viennent de l'agilité. Là. Non, ma philosophie de gestion, moi, c'est le moins possible. Fait que plus les gens sont autonomes et sont capables de gérer tout seuls, plus j'ai le temps pour faire d'autres choses que de gérer les gens. Fait que c'est contre-intuitif un peu, mais le moins de gestion possible. C'est pour ça que je prends des gens, beaucoup des gens qui travaillent avec moi, c'est des anciens travailleurs autonomes, des gens qui ont roulé leur boss. Je trouve ça plus efficace de travailler avec des gens qui sont autonomes que des gens qui ont besoin de tout se faire pré-mâcher. Puis des fois, ça fait une certaine tension parce que on a des choses à moitié définies, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, c'est pas assez défini, renvoie-moi le ticket, dis-moi ce qui te manque, puis je vais t'en redonner plus. Mais je préfère cet équilibre créatif-là que plus, d'une certaine façon. D'autres questions? Soyez pas gênés, j'ai des t-shirts praise pour les bonnes questions. Oui, Marc? Oui, c'est enregistré, fait que c'est mieux que le micro. Bonjour Sylvain. C'est pour quand le livre « Comment devenir riche » avec du logiciel open source? Ça va être complètement gratuit sur Internet. Je l'écris sur mon blog depuis 10 ans, billet par billet. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'écrire un livre ou d'écrire quelque chose ou de faire une conférence. Ça te force à organiser tes idées. Ça, c'est une des choses que j'apprécie vraiment de présenter ou d'échanger dans des groupes. Les questions qui te viennent, ça t'aide à cristalliser un peu ta pensée. Fait que, je sais pas. Je pense que j'ai encore pas mal d'efforts à mettre sur Praise. On va voir qu'est-ce que Praise va faire dans la prochaine année. Honnêtement, je ne le sais pas. D'un côté, ça va bien, mais dans ma vie, ça fait 15 ans là, que j'ai une vie professionnelle en développement logiciel. À tous les 3-4 ans, je change de projet. Fait que là, chez Praise, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Fait mais je pense que j'ai encore un bon 2-3 ans à faire avec Praise. Il y a encore pas mal de jus pour faire du succès avec ça. Fait que, je pense que celle-là, ça sera peut-être une petite exception à la règle. Quelle taille de chandail tu veux? Small, medium, large, extra large. Question? Oh, ouais, t'es pas obligé de donner le t-shirt. T'en as-tu déjà? Non, pas encore, mais j'ai celui de W3 Québec quand même. Ah, quand même, un item de collection. Je vais en échanger un. Alors, c'est le multimédiaman à l'appareil, Christian Aubry. Oui. Donc, je voulais simplement... Tu as dit que les pages jaunes, il y avait WordPress en arrière. Je trouve ça absolument fascinant. Je le savais pas et j'aimerais juste que tu développes un petit peu ça pour les gens qui le savent pas. Parce que ça a l'air fou, c'est un gros système ça. Et WordPress, c'est quand même un petit engin de blog. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une de mes leçons. J'étais dans Linux Québec, j'étais dans Facile pendant plusieurs années pour la promotion des logiciels libres. Puis peut-être qu'on peut l'appliquer au standard web aussi. À un moment donné, tu arrêtes d'expliquer les choses aux gens, puis tu fais ce qui marche. Puis nous, ce qu'on se rendait compte, c'est que WordPress, c'était en arrière de blogs très, très populaires, comme TechCrunch, comme celui de Robert Scoble ou d'autres, qui font des millions et des millions de pages vues. Donc, dans WordPress, tu as du bon caching, tu as une administration qui est intéressante. Donc, il n'y a pas de blog présentement. C'est pas WordPress comme engin de blog, c'est WordPress comme framework web. Puis on va en parler à WordCamp cet été avec d'autres personnes. Puis je pense que c'est un choix de dire, une plateforme qui a de la traction, si elle est en open source, si c'est un logiciel libre, ça vient aussi avec tout un écosystème. Donc, si tu fais ta propre plateforme, il faut que tu recrées ton écosystème de zéro. Fait que là, on s'est dit, pourquoi on ne prend pas des écosystèmes qu'on trouve qui sont sains, qui sont intéressants, qui sont bien balancés, justement, comme je disais tantôt, pour offrir des plugins, des logiciels qui marchent sur ces plateformes-là. Et puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on parle à plusieurs grands médias puis qui se posent la question, c'est quoi le CMS idéal?
Je leur dis, en tout cas, nous, ça marche super bien avec WordPress. Ils disent, ah, on y pensait, on pourrait l'essayer. Puis cette année, c'est assez drôle, là, c'est le zeitgeist de WordPress comme CMS, parce que ça fait une couple de fois que j'entends la réponse, ah ouais, on y pensait, on pourrait-tu l'essayer? Fait qu'on va l'essayer, je vous le dis. On a une question sur Internet. Ensuite, on va enchaîner avec une dernière question avant la pause. Alors, Bernard Prince nous demande, est-il plus difficile d'obtenir du financement lorsqu'on dit dès le départ que l'on veut offrir des ressources ou du code gratuitement? Non, c'est une bonne question. En fait, il y a le... Quand tu rencontres, souvent les gens en finance, ils ont quelques réflexes, entre autres celui de la propriété intellectuelle. Donc, ils vont dire, est-ce que tu possèdes la propriété intellectuelle que tu développes? Puis avec les logiciels libres, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, il faut vraiment que tu te poses la question, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas? Donc, quand on a eu l'investissement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un audit de tous les logiciels libres qu'on utilisait, puis ce qui était des choses qui avaient été développées chez Praise. Puis bien entendu, il y avait 90% de ce qu'on faisait qui étaient des logiciels libres. Puis ma réflexion, c'était, la valeur est dans le service qu'on amène, le service web. C'est ça qui a de la valeur. On dit, oui, mais c'est 90% ou c'est 85%. Mais aujourd'hui, la balance est peut-être plus 60-40, ou je sais pas quoi, 50-50. Mais c'était, tu pourrais-tu pas les utiliser? Puis là, moi, je me retrouve en bas, je dis, tu pourrais-tu me donner 10 millions au lieu d'1 million si tu veux que je réécrive tout ça? Fait que là, cet angle-là, ça aidait à faire dire que, pour rendre possible ton projet avec 1 million de dollars, tu peux bâtir sur ce qui existe déjà, puis créer de la valeur qui est spécifique dans ton domaine, plutôt que de dire, je vais réécrire un engin de recherche, je vais réécrire un serveur web optimisé, je vais réécrire une plateforme de scripting, etc., etc. Fait que c'est un peu la façon là, de contourner ça, c'est de dire, c'est quoi vraiment ma valeur ajoutée? C'est d'être un engin, dans le cas de Praise, c'est d'être un engin de recherche locale, sociale. C'est-à-dire qu'il y a l'angle de la proximité, puis il y a l'angle de tes amis, puis des recommandations, puis des personnes autour de toi qui sont importantes dans le ranking. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a répondu à la question. Puis, on a eu le financement, fait que ça a dû faire leur affaire en quelque part. Dernière question? Oui. Merci, Mathieu. Salut, moi, c'est Pierre-Paul de chez KiboWeb. Moi, c'est peut-être une question un peu plus personnelle. Tantôt, tu parlais comme quoi des features que tu étais obligé de jeter parce que ça ne pognait pas. C'est une feature qui t'a plus touché, que ça t'a fait plus mal de jeter? C'est une bonne question. En fait, c'est plus plein d'idées qu'on a eues puis qu'on n'a pas faites encore. Parce que comme par exemple, ceux qui ont déjà utilisé Praise, vous allez voir qu'on n'a pas tant de vues sur des cartes. Moi, je trouve ça super le fun de visualiser des données sur des cartes 14 places autour de ta place centrale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les utilisateurs moyens, là, ils trouvent ça mélangeant cliquer sur une carte. Fait qu'on ne l'a pas développé. Fait que là, dans mes 4500 tickets de Praise, il y en a un qui est encore le 139, sur lequel on travaille présentement, qui est de dire, montre les résultats de recherche sur une carte. Puis là, j'essayais toujours de le ramener, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Ah, ça, c'est important. Puis Sébastien me disait, il n'y a personne qui fait ça, c'est pas important. OK, je le reparque. Puis l'autre affaire, je dirais, peut-être un deuxième, c'est, moi, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens qui auraient fait des applications avec notre API, parce que ça permet de faire plein d'autres applications. Comme avec François, on dit, on va se partir des projets la fin de semaine, on va faire Montreal skateboarding.com pour montrer que tu peux faire... Les spots de skate, c'est des places aussi. Ça n'a pas obligé d'être des banques ou des restos ou des bars branchés. Là, les parcs, c'est des places. Puis peut-être qu'en conclusion de ce point-là, une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand il y a des artistes qui sont venus me voir, qui m'ont dit, on fait un répertoire de l'art public à Montréal. Il y a plein d'art dans les parcs à Montréal. Est-ce qu'on peut utiliser votre base de données, puis votre API, puis votre système pour développer un répertoire de l'art public à Montréal? Fait que ils ont déposé une subvention, puis moi j'ai dit, ça vaut tant, je vais te donner de l'hébergement, ça me fait plaisir. C'est pour ton projet artistique qui va... je fais 25 millions de hits sur mon API par mois. Là, c'est ton projet d'art, ça ne va pas faire un blip de 3,3%. Vas-y, je te le donne, ça vaut tant, ça me fait plaisir de supporter ton projet. Là, je vais le voir à l'automne ce qu'ils vont faire, mais je trouvais ça intéressant de commencer à avoir ce genre de questions-là. Mais ça prend... Il faut que ça fasse 12, 18, 24, 36 mois que tu fais ton projet pour que les gens